Voilà, bonjour à tous. Nous sommes ensemble avec vous jusqu'à 14h en direct dans le ZCL News sur Canal 10, sur RHT et sur C10 FM. Aujourd'hui, le programme est chargé comme tous les jours, puisqu'on va recevoir Bruno Blandin, président du MEDEF. Il est déjà en ligne, on va le recevoir dans un instant. Ensuite, on parlera d'agriculture avec Patrick Célin, le président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. C'est très important, puisque aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que l'agriculture, c'est fondamental. Il faut pas manger, comme on dit, l'autonomie alimentaire, c'est à l'ordre du jour. Anaïs Vespan et Gérard Poumarou. Gérard Poumarou, c'est le directeur de l'Archipel. Vous savez que les artistes, ils sont en rade en ce moment. Ils n'ont pas à travail. Comment faire? Ils ont trouvé une méthode. On en parlera tout à l'heure avec M. Poumarou, le directeur de l'Archipel, et Anaïs Vespan, qui est une artiste. Et puis, comme chaque jour, la chronique psy avec Corinne Arson, la psychologue avec elle. On parlera encore du confinement, mais sous un angle particulier par rapport au travail. Et dernière rubrique, comme chaque semaine, la rubrique de l'eau en toute sauce avec Isma Auguenet. Il y a des problèmes par rapport à l'eau, il y en a toujours, il y en aura encore pendant longtemps, mais ils seront peut-être résolus, qui sait, après ce confinement. Voilà, bonjour à tous, bonjour Bruno Blandin. Bonjour Canal 10. Merci d'être avec nous. On dirait que maintenant c'est devenu une habitude parce que chaque semaine vous êtes là et sur tous les médias vous êtes obligés parce que la situation l'exige. Alors quelles sont les dernières nouveautés en ce qui concerne les entreprises guadeloupéennes? Je suis à Jarry, je me rends compte que Jarry commence à refonctionner. Écoutez, nous avons une forte pression de nos salariés pour reprendre le travail. C'est paradoxal. Mais quelque part, je crois que nos salariés ont compris que si demain matin nos entreprises ne peuvent pas, vendre et vivre, on aura un problème beaucoup plus important. Donc oui. Je félicite l'ensemble des employés de la Guadeloupe qui veulent reprendre le travail et je les remercie parce que c'est vraiment un apport pour les entrepreneurs de la Guadeloupe positif. Mais Bruno Blandin, ça veut dire qu'ils ne veulent pas attendre le 11 mai, c'est ça? Alors, écoutez, il est vrai que le 11 mai est une date qui a été donnée par le président de la République pour un déconfinement progressif. Oui. Mais vous savez, M. Zandronis, ça fait déjà un mois, presque un mois et demi que... 28 jours, oui, quelques, oui. Mais oui, nous sommes, tout un chacun, chez nous, et c'est pas facile. J'imagine. C'est pas facile, hein. C'est embêtant. C'est enfin... Mais oui, mais c'est que du point de vue sanitaire, on dit que notre pic, nos fameux pics, n'est toujours pas arrivé premièrement et que deuxièmement, même en France, on craint un retour du virus. Vous savez, je vais vous dire, je ne suis pas un spécialiste, du monde médical, mais tout ce que j'espère et tout ce que je souhaite à la Guadeloupe, c'est qu'il n'y ait plus de pic. Oui. Et que toutes les mesures qui ont été prises par l'État, dont nous avons accepté, que nous avons joué le jeu, et pour notre santé, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, la Guadeloupe, a pris conscience que cette pandémie qui est arrivée sur nous, alors qu'on n'attendait pas à ça, oui. Je dirais que la Guadeloupe a pris conscience que cette pandémie, quelque part, nous l'avons ensemble, subi, mais nous allons ensemble sortir. Alors, avant-hier, j'avais votre collègue et ami Patrick Vialcoulé qui paraissait un petit peu pessimiste, et d'autant plus qu'entre-temps, vous avez dû le voir, il y a un sondage qui est sorti disant que la plupart des chefs d'entreprise, près de 84%, si les souvenirs sont exacts, craignent pour la survie de leur entreprise. Vous savez, tout entrepreneur responsable craint pour la survie de son entreprise. Et nous craignons, pour la survie de l'ensemble des entreprises de la Guadeloupe et particulièrement pour nos salariés. C'est pour ça que toutes les mesures qui ont été mises en place, qui sont, me semble-t-il, pour l'instant, de bonnes mesures, si j'ai un message à passer, c'est que ces mesures qui sont de bonnes mesures, si j'ai un message à passer à l'État, si j'ai un message à passer aux banquiers, si j'ai un message à passer, à l'ensemble des personnes qui sont en mesure, c'est de faire vite. C'est ça le message. Oui. Notre problème aujourd'hui, c'est pas que nous ne soyons pas quelque part accompagnés, c'est que nous souhaitons aller vite, et que ces mesures soient mises en application rapidement. Parce que j'ai rencontré beaucoup de responsables d'entreprises hors micro qui me disent que la paperasserie à la région, elle est encore lourde.
Alors, je ne sais pas si la papeterie à la région est encore lourde, mais globalement, elle a toujours été lourde dans l'État français et à la région et dans nos collectivités. Malheureusement, oui. Oui, malheureusement. Je pense que nous devions, quelque part, quand nous sortirons de tout ça, réfléchir ensemble pour simplifier, me semble-t-il, l'ensemble des textes qui nous régissent, et d'autant plus que nous sommes quelque part loin de tout ça et nous subissons, je dirais, l'ensemble de cette nous subissons, je dirais, ce problème de non-simplification de l'ensemble des mesures. Alors, vous êtes, oui, Bruno Blandin, je le sais, en contact régulier avec vos amis du MEDEF France. Est-ce qu'ils sont plus optimistes que vous ou plus pessimistes? Écoutez, vous savez, je vais vous dire, aujourd'hui, globalement, il y a des secteurs qui vont, si je peux m'exprimer, je dirais, il y a des secteurs qui vont souffrir. Je pense au secteur du tourisme, globalement, qui n'oublions pas, on leur a donné comme option tranquillement de déconfinement progressif au mois de juillet, mi-juillet. Et pourront-ils tenir encore 2-3 mois? Je ne pense pas. Pour une reprise supposée fin d'année. Donc vous ne vous rendez pas compte que pour ces entreprises, je dirais, pour tout ce secteur, c'est pas de chiffre d'affaires avant 7, 8, 9, 10 mois. Oui. Donc, alors, l'entrepreneur en général est sur le pont. Certes, nous faisons en sorte, je dirais, quelque part, de demander et de demander beaucoup plus, mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est ensemble que nous sortirons, je dirais, de ce confinement et c'est ensemble que nous remonterons ensemble, je dirais, quelque part, l'économie de la Guadeloupe. Vous pensez donc que l'économie de la Guadeloupe subira ce choc et va rebondir? Ah mais monsieur Zandonis, nous allons faire tout ce qu'il faut pour rebondir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vous l'ai déjà dit, je me répète. Répétez-vous, c'est jamais trop. Si l'économie s'arrête, il n'y a plus de vie. Oui. Hein, vous le savez, si l'entreprise s'arrête, il n'y a plus de vie. Mais j'ai plus de clients, nous avons plus de clients. Oui, comment clair. Nous allons faire? Nos salariés, c'est nos clients. Bien sûr. Oui, je veux dire, donc pour nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que citoyens guadeloupéens, en tant que patriotes guadeloupéens, nous allons faire tout ce qu'il faut, je dirais, pour remettre l'économie de la Guadeloupe, qui était déjà bien partie ces 2 dernières années pour faire des performances, particulièrement dans le secteur du tourisme. Oui, justement. Sur la voie, je dirais, de faire en sorte que nous reprenons, je dirais, d'abord confiance et naturellement sur la voie d'un nouveau développement. Alors, je vais vous donner 2 chiffres qui ne vont pas vous faire plaisir, mais enfin, je vous le donne quand même parce qu'ils viennent de tomber. C'est le FMI qui dit que la France sera une récession de moins 7%, et le gouvernement français même, avec ses calculs, dit que ce sera peut-être même 8%. Et 10% de plus de chômage en France continentale. Donc ça signifie que si la récession est de 7%, ou entre 7 et 8% en France, en Guadeloupe, je ne sais pas s'il faut le multiplier par 40%. C'est pour ça que, si vous voulez, M. Zandonis, je compte particulièrement sur les jeunes entrepreneurs de la Guadeloupe. Oui. Rebâtir ensemble ce qu'on appelle l'économie guadeloupéenne et de réfléchir, je dirais, me semble-t-il, pour qu'on puisse en mettre en place les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, je dirais, dans la matière de la production, dans tout ce qu'on peut faire ici, mais aussi se remettre peut-être en question sur le plan familial, sur le plan de la Guadeloupe, mais sur le plan aussi de nos entreprises et de mettre en avant ce qu'on peut appeler l'entreprise pays. Pourquoi pas, demain, aller dans cette voie. Et en tous les cas, j'en suis un fervent défenseur. Alors, il y a une mesure qui n'est pas encore officielle, qui a été annoncée, qui devrait tomber, puisque Bruno Le Maire l'a annoncé il y a 2 ou 3 jours, c'est la suppression de l'URSSAF pendant cette période. Est-ce qu'au MEDEF, vous êtes déjà informé de cette disposition? Non, nous n'avons pas de ligne directe avec Bercy. Ah. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que toute une partie, je dirais, de notre économie
et toute une partie, je dirais, particulièrement le tourisme, à mon avis, nous ne pourrons pas faire autrement. Comment voulez-vous tenir 9 ou 10 mois, je dirais, sans chiffre d'affaires, sans clients, sans transport aérien? Nous ne pourrons pas, je dirais, quelque part, notre objectif premier, c'est quelque part c'est de faire avec les aides qui nous sont données, les fiches de paye de nos salariés. Les 1500 € sont tombés, je crois, pour certains. Ah ben, écoutez, je suis très content que vous puissiez le dire, parce que moi, j'aurais bien aimé savoir qui les a reçus. Certains, pas tout le monde, pas tout le monde encore. Oui, c'est pour ça que je vous ai parlé de rapidité. Oui. Aujourd'hui, la rapidité fera que nous allons peut-être tenir. C'est pour ça qu'il faut être rapide aujourd'hui en ce qui concerne les annonces annoncées et les applications en ce qui concerne ces aides. Alors, ça, c'est maintenant devenu anecdotique. Votre grand patron du MEDEF France avait fait une déclaration qui a été mal acceptée en disant qu'il fallait travailler plus, supprimer les congés. Et Bruno Le Maire répond, il faut faire des efforts, oui, mais des efforts de solidarité entre les entreprises, les grandes entreprises avec les sous-traitants, celles de la grande distribution avec les producteurs locaux. Il faut un effort de justice. Les revenus les moins qualifiés ne sont pas suffisants. On a à ce sujet une vraie discussion depuis plusieurs semaines. Donc, pratiquement, votre patron là-bas avait lancé quelque chose. Finalement, il est revenu dessus. Vous étiez partisan de cet effort supplémentaire au lendemain du déconfinement? Vous savez, je vais vous dire, moi, dans le respect du droit social, nous n'allons pas demander ni plus ni moins à nos salariés, parce que nos salariés sont conscients qu'il faudra faire des efforts. Et c'est eux qui nous apporteront les solutions sur les efforts que nous devons faire demain matin. Et vous allez voir que non seulement je suis confiant, parce que c'est eux qui vont nous apporter les solutions, mais c'est eux qui nous apporter les idées pour que ces efforts soient bénéfiques à l'entreprise et que l'entreprise puisse être pérenne demain matin. Oui. Donc, je pense que, si vous voulez, il a peut-être été rapide. Excessif, on va dire, excessif. Je dirais, mais... Et même maladroit. Je ne sais pas. Mais nous sommes conscients que, de toutes les façons, nos entreprises s'en sortiront avec nos salariés. N'oubliez pas que c'est nos salariés qui font la richesse de l'entreprise. C'est clair. Et si vous avez sur des rayons, je dirais, des articles, mais qui les vend, ces articles? Qui les pose, qui les transporte? C'est nos salariés. Donc, vous voyez, la richesse de nos entreprises passe par la mobilisation de notre personnel et par la remise en question, je dirais, peut-être de certaines pratiques que nous aurons à faire, je dirais, en Guadeloupe. Alors, outre les salariés, il y a une catégorie sociale qui est touchée aussi, ce sont les indépendants. Alors, j'ai appris que le MEDEF, le CMP et l'IDP ont débloqué 1 milliard d'euros pour les indépendants. Vous êtes au courant? Oui. Oui, de toutes les façons, tout ce qui pourra être fait, aussi bien sur le plan local que sur le plan national, pour tous ces indépendants qui sont parfois seuls, mais qui représentent une grosse partie, je dirais, de l'économie de la Guadeloupe, me semble-t-il, nous devons les aider et oublier personne sur le bord de la route. Donc les indépendants, ils auront leur part, à mon sens, ils auront l'aide qu'il faut et les mesures qu'il faut, on les appliquera aussi pour eux. Alors, encore une petite information. Alors, l'un de vos amis du MEDEF France a poussé un gros coup de gueule sur le MEDEF de la Manche. Vous êtes au courant sûrement. Et reproche à l'ARS de Normandie sa gestion des stocks, la protection pour les hôpitaux. Il appelle les entreprises à se passer de l'ARS. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là ici? Non, mais vous savez, je veux vous dire, se passer de l'ARS... C'est le MEDEF Manche, hein, c'est pas le MEDEF Guadeloupe. Oui, mais vous savez, quelque part, oui. Je tiens à féliciter toutes les couturières de la Guadeloupe, parce qu'en définitive, nous n'avons pas attendu qu'on nous... Ah, ils mettent en route, ils mettent en route au sérieux. Ah ben voilà. Ah. Donc, et nous avons mis, je dirais, quelque part devant le fait accompli, le fait que nos couturières, et je les félicite, et toutes ces petites couturières aujourd'hui qui nous permettent et qui permettront à nos salariés d'aller au travail, fait que nous aurons à régler peut-être nous-mêmes nos problèmes de masques. Et pourquoi pas? Justement, mais Bruno, la semaine dernière, quand vous êtes venu, enfin vous êtes intervenu, vous m'avez dit que vous aviez commandé des masques en Chine. Ils sont arrivés ou pas, finalement? Alors écoutez, nos masques, les masques en général sont très difficiles, comme vous le savez, je dirais,
à transporter. Oui. Et nous sommes aujourd'hui confiants et j'espère que nous aurons de bonnes nouvelles dans les 2-3 jours concernant un certain nombre de quantités de masques qui vont pas tarder à arriver. Ça veut dire que votre ami Ayotte ne vous a pas donné un petit coup de main pour les masques? Non, M. Ayotte, qui est une entreprise antillaise et guadeloupéenne, il ne faut pas l'oublier, a participé, je dirais, à sa manière, et je le remercie parce que si toutes les entreprises de la Guadeloupe, nous sommes ensemble, oui. Nous devons faire un effort collectif. M. Ayotte a donné, je dis bien a donné, je dirais quelque part, les masques à l'ensemble du monde médical, et pour ça, c'est une très bonne chose. Alors, l'ensemble des entreprises participent. Je viens d'apprendre, vous avez peut-être confirmé qu'en Martinique, M. Ayotte est en train de vendre des masques aussi. Ah, ça, je ne sais pas, c'est une nouvelle pour moi. Je vous le dis, c'est pratiquement confirmé. Il a fait une offre avec des prix cassants, défiant toute concurrence pour voir si vous proposer la vente de masques à des entreprises guadeloupéennes martiniquaises. Mais enfin, pour l'instant, on ne sait pas. Alors, dernier mot, je vous l'ai dit au début et puis je vous le demande encore à la fin. Vous m'avez dit que les salariés vous mettent la pression. Jarry est en train de reprendre ou pas finalement? Vous avez constaté comme moi qu'il y a beaucoup plus de voitures. Ah oui, j'ai failli me faire écraser en arrivant ici. mais par contre, Monsieur Zandonis, j'aurais aimé vous dire un petit mot sur l'eau. Allez-y. Alors, écoutez, oui. Le monde économique a ses idées pour faire en sorte que demain matin, l'eau coule. Dans tous les robinets. Dans tous les robinets. Ah, ce sera un bonheur pour les Guadeloupéens. Alors, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes conscients aujourd'hui que les efforts qui sont faits, aussi bien par la région que par le département, pour pouvoir solutionner peu ou prou, je dirais, les problèmes de l'eau et certaines EPCI, d'ailleurs, dont je remercie, oui. Nous sommes conscients de ça. Mais ce n'est pas ça qui fera que demain matin, toute la Guadeloupe aura de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir ensemble, je dirais, me semble-t-il, une structure unique de l'eau. Oui. Et je lance un appel à Mme Borel et à M. Chalus et au préfet pour que définitivement cette structure soit mise en place et que nous puissions régler nos problèmes, entre guillemets, d'ego, mais aussi nos problèmes politiques, oui. mais aussi nos problèmes de gouvernance, mais aussi nos problèmes financiers, parce que, certes, le président de la République et l'État français nous a promis, je dirais, de nous envoyer en matière d'investissement 500-600 millions. Mais oui. Vous savez comme moi, et je le dis à tous les Guadeloupéens, que rien ne sera envoyé par l'État français tant que nous, les Guadeloupéens, ne se mettrons pas d'accord. Mais oui, vous savez très bien que ça passe par une structure unique dans laquelle, oui. Je vous rappelle, M. Zandonis, prenons l'exemple du port et de l'aéroport. Oui. Avec une structure juridique, je dirais, qui concerne un conseil de surveillance, oui. Avec un directoire, nous pourrions très bien faire la même chose, je dirais, pour l'eau. Oui. Et je vous rappelle simplement que ça marche au port, que ça marche à l'aéroport, et que oui. Les politiques, les salariés, les syndicats, les socioprofessionnels sont autour de la table. Oui. Et ça marche. Pourquoi ne ferions-nous pas pareil pour l'eau? Parce qu'il y a plus d'intérêts dans l'eau, des intérêts sous-jacents. Vous le savez, il y a beaucoup d'argent qui a circulé, des entreprises, des multinationales qui se sont enrichies aussi, qui sont parties avec la caisse. Il y a beaucoup de problèmes autour de l'eau. Ce n'est pas comme l'aéroport et le port. Hein. Si, M. Zandonis, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que Non, n'entrez pas, mais je vous le dis. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, parce que les gens qui savent, oui. On sait où ils sont. D'accord. Mais moi, je souhaiterais, si vous voulez, qu'on regarde l'avenir et qu'on donne un espoir et qu'on profite, je dirais, de ce moment aujourd'hui pour pouvoir définitivement se mettre autour de la table, que la région, le département, les EPCI et l'État qui a sa part de responsabilité, je le concède aussi, il n'y a oui. Aucun problème. Ah d'accord, vous le dites. Ah ben, mais naturellement, si on ne met pas l'État autour de la table, vous savez, je vais vous dire, faire une structure qui consiste à avoir un conseil de surveillance avec les syndicats, les représentants du personnel, les représentants, je dirais, des diverses associations de défenseurs de l'eau, le monde économique, les politiques,
qui surveillent et mettre en dessous, dans le cadre d'un directoire, les sachants et les professionnels, ça marche à l'aéroport, ça marche à l'aéroport. Pourquoi ça ne marcherait pas pour l'eau? Je souhaite que votre... Oui. Nous souhaitons, je dirais, que cette structure voit le jour très vite. Parce qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens, et ils sont gentils, excusez-moi, souffrent. Et ce matin encore, j'ai reçu, et je le dis, et ça m'a fait mal au cœur, un mail d'une petite entreprise qui a 14 salariés à Sainte-Anne, qui n'a pas d'eau et qui est obligée de licencier. Une entreprise guadeloupéenne. Ouais, malheureusement. On part où, là? Ouais. Il ne faut pas ajouter le malheur au malheur. Les Guadeloupéens, et je lance au monde politique guadeloupéen, réglons ça définitivement. Parce que ça fait 2-3 ans qu'on en parle pour se mettre autour d'une table, pour une structure, alors qu'un chef d'entreprise ou avec des conseillers en une matinée peut le régler. Bien, j'espère que votre appel sera entendu par les parties concernées et que le préfet sera un petit peu moins cow-boy. Enfin, on espère ça. Il est 12h55. Wino Blandin, on vous remercie. On sait très bien qu'avant le 11 mai, on aura encore l'occasion de vous recevoir ici. Je vous remercie, bon courage, bonne journée. Vous aussi, voilà, 12h56, il est l'heure de prendre une première pause et on se retrouve tout à l'heure avec Patrick Sénin, le président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, avec qui on va parler d'agriculture. Ça aussi, c'est un domaine très important. À tout de suite. Voilà, il est 13h01 dans le ZCL News. Merci d'être avec nous. Bon appétit. Vous êtes souvent à table. De toute façon, vous ne pouvez être qu'à table puisque vous êtes confinés et vous ne sortez pas. Le dernier chiffre qui est tombé pour la France, 18 000 morts déjà en quelques jours. Jusqu'à hier en Guadeloupe, il n'y avait pas de nouveaux décès. On attend le nouveau bilan de l'ARS qui devrait tomber dans les minutes qui viennent et on devrait pouvoir vous dire exactement la situation. On a Patrick Sénin, le président de la Chambre d'agriculture, avec nous et c'est un moment important pour la Guadeloupe. Patrick Sénin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour M. Bonis, bonjour Valadis, merci de votre invitation. Alors, on vous a invité parce que vous imaginez bien dans cette période particulière, l'agriculture joue un rôle important pour la Guadeloupe. Pas que de ces instants, d'une manière générale, je pense que l'agriculture joue un rôle important puisque c'est bien l'agriculture qui nourrit la population, oui. Autant qu'on le veut. Oui, parce qu'on a vu beaucoup d'initiatives, des paniers pays, des marchés. Alors, il y a quelque chose que je remarque. Après le fameux mouvement LKP en 2009, on a vu en Guadeloupe essaimer un peu partout des marchés à petits bouts, moules, enfin, etc., des marchés où les gens vendent des produits agricoles. Donc il y a une prise de conscience maintenant qu'il faut effectivement que l'autonomie alimentaire se développe dans notre pays. Je pense que ça fait très longtemps que les agriculteurs guadeloupéens nous invitons la population à reconnaître nos produits, à valoriser nos produits et à consommer. Il y a même un propos qui dit qu'il faut être en harmonie avec sa production. Un individu qui consomme les produits de son environnement se porte mieux qu'un produit qui sort de l'extérieur, parce que nous avons aussi ce fameux problème de dosage carbone, que nous avons zéro sur une production produite chez nous, et on ne mesure même pas une production qui vient de l'extérieur. Donc la prise de conscience, je crois qu'elle est là. Maintenant, il faut que nous traduisions ça dans l'action. Et ce n'est pas à l'occasion de ce fléau qui, malheureusement, à travers le monde, risque de nous coûter très cher. Il faut que, d'une manière générale, que le Guadeloupéen reconnaisse les agriculteurs, que la population fasse confiance aux producteurs guadeloupéens. Vous savez, on entend tellement de choses sur nos productions dans les périodes, je dirais normales, et qu'on entend peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais il faut savoir que le producteur guadeloupéen, l'agriculteur guadeloupéen, est un homme responsable. Il vit dans ce pays, il produit dans ce pays, il projette, il a des enfants, il a une famille, donc je pense qu'il est conscient. C'est vrai, nous avons certainement comme partout, quelques-uns qui ne sont pas, qui ne jouent pas le jeu, mais ils sont détectables, on peut les trouver si on met tous les moyens nécessaires. Mais vous comprenez bien, ce n'est pas la Chambre d'agriculture, ni un agriculteur ou une association qui va pouvoir faire cela. C'est avec la complicité de tous
avec les pouvoirs publics, avec l'État. Il faut, par exemple, aujourd'hui, ce que je viens de signaler, par exemple, ce matin à la mairie des Abîmes, nous avons un marché parallèle sans aucune règle de sécurité et de mesures d'urgence. En tout cas, le protocole n'est pas respecté sur le point d'habit, qu'ils ont été délogés et aujourd'hui, ils sont partis sur le camp. Ça aussi, c'est des gestes irresponsables que nous dénonçons et nous demandons aux autorités de faire le point pour que ces personnes ne puissent pas vendre à 4h ou à 5h du matin dans les coins de rue de Pointe-à-Pitre ou des Abîmes. Donc, nous sommes des gens responsables, nous sommes des producteurs, mais des producteurs responsables. Et donc, maintenant, il appartient à la population guadeloupéenne de nous faire confiance, nous aussi de nous organiser mieux, puisque je crois que ça aussi, nous devons être conscients, nous devons aller vers d'autres organisations, de meilleures organisations. Patrick Célin, qu'est-ce qui empêche que la Guadeloupe, c'est-à-dire le monde agricole guadeloupéen, puisse suffire aux Guadeloupéens, qu'on n'ait pas autant d'importations? Eh bien, vous savez, la Guadeloupe, par rapport à notre position, nous avons des circuits courts que nous essayons de développer. Mais nous n'avons pas que des circuits courts. Nous avons aussi des productions, des organisations qui vont, dans les GMS, qui vont autre part directement vers le consommateur guadeloupéen. Mais nous avons aussi d'autres produits qui viennent d'ailleurs. Et là aussi, nous avons une compétition, je dirais, qui est déloyale. Nous avons des produits qui viennent de la Caraïbe, à des coûts de production défiant toute concurrence. Du Costa Rica, par exemple, l'igname du Costa Rica, par exemple. Voilà. Mais nous avons aussi des produits de l'Europe, de la France hexagonale, et qui viennent ici aussi. Et la Guadeloupe est pris en sandwich quelque part. Oui. Nous parlons en termes de coûts de production aussi. On ne peut pas vendre moins cher que l'on produise, parce qu'on est dans le dumping commercial, on ne va pas le faire. Donc aujourd'hui, nous produisons, mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive. Il faut qu'on arrive par le biais, justement, de ces aides européennes, de ces aides franco-françaises qui arrivent, mais où tous les agriculteurs n'y ont pas accès. Oui. Et ça aussi, ça nous permettrait, par exemple, le POSEI, le fameux POSEI, qui quand même, aujourd'hui, les conditions sont très drastiques pour y arriver. Et j'ai déjà demandé personnellement aux instances nationales, même européennes, de voir comment permettre à ces agriculteurs, ces 80% d'agriculteurs qui ne perçoivent pas le POSEI sur la production locale, la production maraîchère particulièrement, parce qu'ils ne sont pas dans des organismes professionnels. Et donc, aujourd'hui, il faut permettre à ces personnes d'avoir accès à ces aides qui leur permettraient effectivement d'avoir un coût de production plus basse et être compétitifs sur les marchés, notamment sur les EMS. Voilà aussi. C'est surtout ça qui nous empêche de vendre, pas de produire, on peut produire. Oui. On dit qu'on a 12 mois, on peut produire, ça c'est un problème. On a les compétences techniques, on a les hommes, on a le foncier, on a les capitales. Est-ce qu'il y a la terre nécessaire aussi? Eh bien écoutez, avec les surfaces que nous avons, je crois qu'on peut produire pour nourrir la Guadeloupe. Je suis persuadé, et nous pouvons faire la démonstration, à n'importe quel moment. Je crois que dans ces périodes que nous vivons justement, aujourd'hui, qui est-ce qui nourrit la population guadeloupéenne? Eh bien, c'est bien nous. C'est la production locale. Donc maintenant, il faut que nous innovons, que nous allions plus loin dans nos réflexions. Et on ne peut pas le faire non plus si on n'a pas la complicité de la population des consommateurs guadeloupéens. Alors, donc, si je comprends bien, pour que l'agriculture se développe avec plus de force en Guadeloupe, il faudrait que le consommateur guadeloupéen, les gens qui nous écoutent en ce moment, acceptent d'acheter des produits guadeloupéens, même s'ils sont un petit peu plus chers, c'est ça? Je crois qu'il faut un brin de chauvinisme. Il faut un brin de chauvinisme dans nos comportements. Si nous voulons que ce pays prospère, nous devons nous reconnaître. Nous devons avoir vraiment une démarche, je dirais, patriote. Je viens de l'entendre dans un... Monsieur Blandin parlait de patriotisme. Ouais. Oui. Il faut qu'on l'ait, parce que je dirais un petit peu, dans la zone, ce sera peut-être la zone de turbulence, et quand on aura atteint le sommet, là où on doit arriver, à ce moment-là peut-être, on pourra justement jouer sur le prix, puisqu'on aurait déjà gagné bien des combats avant. Je crois que
ça passe par un sacrifice, ça passe par une prise de conscience guadeloupéenne et ça passe par une solidarité guadeloupéenne. Nous n'allons pas arriver comme ça en produisant nos laitues, nos patates douces, tout ça, d'accord. Mais comme nous avons une charge salariale qui est la même chose dans métropole. Oui, bien sûr, c'est ça. D'accord. Et en termes d'économie d'échelle, nous avons des petites surfaces. Oui. Nous avons une moyenne de 4 hectares 50 de nos exploitations. En France hexagonale, nous sommes autour de 100 hectares, de 70 hectares, des plus petites exploitations. Dans la Caraïbe, c'est des petites exploitations, mais où le salaire, vous connaissez comme moi, on ne va pas revenir là-dessus. Donc nous sommes pris un peu de feu, et il faut que nous ayons le concours aussi de nos collectivités. Par exemple, aujourd'hui, nos 80% d'agriculteurs qui produisent autour de 70% des productions maraîchères, eh bien, sont laissés pour compte. Et d'ailleurs, nous avons eu... Vous avez une discussion avec la région sur cet aspect particulier? Parce que j'ai vu que la région a décidé à investir près de 320 000 € pour pouvoir aider les melonniers qui ne pouvaient pas exporter. Et ils ont même racheté les melons supplémentaires. Mais alors, et pour les maraîchers, qu'est-ce qui a été prévu? Alors, c'est justement là où j'allais venir. Ce que la région a fait pour les melonniers, moi, c'est louable. Pour les organisations professionnelles, c'est louable. Mais pour avoir une certaine équité, je pense qu'il fallait penser aussi, et d'ailleurs nous allons solliciter la région, puisque j'ai bien entendu un des représentants de la région dire nous répondons à une demande. Donc nous allons aussi, nous sommes réunis hier, je vous disais, en intersyndical avec la Chambre et l'organisation du marché de Goudeliane. Nous allons aussi faire des propositions, mais je pense que il devait avoir un réflexe de la part de la région pour dire, en termes d'équité, écoutez, je sais qu'il y a ces 70% de la production qui est produite par ces petits agriculteurs qui ne sont éligibles nulle part. Pour le moment, en termes d'aide d'urgence, en termes de trésorerie, parce qu'il y aura des méventes, il y aura, pour relancer la production, ce sera difficile puisque les cantines sont fermées, les petits commerces sont fermés là où ils pouvaient vendre. Aujourd'hui, donc, en termes d'équité, je pense que il devait avoir, comme un instant de ce qu'il a fait pour Maria, on avait donné 1 million à la Chambre d'agriculture pour pouvoir redistribuer à ces personnes-là, justement. Aujourd'hui, je pense que ça n'a pas été fait, mais vous comprenez très bien que nous sommes en train de le faire et nous allons demander à la région aussi de pouvoir venir en aide à ces maraîchers qui n'ont pas d'autres sources de revenus. De revenus. Et ils auront des difficultés à redémarrer. Oui, parce qu'on n'a pas fini avec cette histoire-là. On ne sait pas de quoi elle fait demain. Quand est-ce qu'on va arrêter ce confinement? Si c'est nécessaire, bien sûr, il faut le continuer parce que la vie vaut mieux que tout ce qu'on dit là. Et donc, moi, je suis pour respecter toutes ces règles-là. Mais il n'empêche qu'il y a des familles qui vivent derrière toutes ces exploitations. Et il faut qu'il y ait une certaine équité dans l'aide attribuée aux Guadeloupéens. Et ça, la Chambre d'agriculture, le MODEF, la FDSEA, les JA, la RIA, l'organisation du marché, la Chambre et la SAFER, nous avons eu une réunion hier et nous allons solliciter tantôt, dès la semaine prochaine, la région Guadeloupe. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va circuler en Europe. Vous avez entendu que l'Europe a décidé de déposer près de 500 milliards pour pouvoir aider la France et peut-être même nous aider, entre guillemets, éventuellement. Donc peut-être qu'il faudrait taper un point sur la table. Alors, autre chose, là c'est quelque chose de très particulier. Il y a 2 ans, vous le savez, M. Célin, il y a eu une maladie qui a atteint le citron, le citrus, vous savez, voilà. Alors, où en est-on aujourd'hui de la production citronnière? Parce que quand je vais dans un supermarché ou même dans un lolo, ça va manquer citron Colombie, citron qui côté, jamais citron Guadeloupe. Les agrumes, d'une manière générale, ont des difficultés et ont eu des difficultés depuis. On a observé une période de quarantaine, d'arrachage de plants. Oui. Nos pépiniéristes ont relancé des productions qui ont été aussi, on les a abandonnées, les plantules, parce qu'ils étaient malades. Aujourd'hui, petit à petit, ça revient, mais c'est une maladie très contraignante, puisque c'est un petit qui va se greffer derrière les feuilles et qui va sucer la sève. Oui. Donc c'est très difficile. Il y a 30 ans, donc la Réunion, ils avaient le même problème. Ils avaient pratiqué ce qu'on appelle une lutte intégrée avec des petites guêpes qui allaient parasiter donc, ces insectes-là. Aujourd'hui, la recherche est beaucoup plus prudente puisque les choses ne sont pas comme avant. On n'est pas encore en mesure aujourd'hui de dire qu'il y aura des citronniers à Tire-Larigot dans 1 an, dans 2 ans. Je crois que ce sera une montée progressive
avec nos chercheurs, avec nos pépiniéristes, parce que la maladie est encore là dans certaines zones, et il faut faire très attention. Là, c'est aussi un malheur pour les agriculteurs, et nous avions déjà pensé d'ailleurs dans la zone chlordéconée, de la Bastère, ceux qui ne font plus de bananes par exemple, pourraient se lancer dans la production d'agrumes. Malheureusement, on a eu un Citrus Greening qui a perturbé le projet que nous avions. Alors, juste un dernier petit mot, et on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui, puisqu'on aura probablement l'occasion de vous recevoir une nouvelle fois. Est-ce qu'au niveau des grandes surfaces, les producteurs guadeloupéens ont vraiment accès au marché? Alors, nous avons quelques agriculteurs qui sont référencés, nous avons les organisations professionnelles, mais les 80%, comme je dis, des agriculteurs qui produisent, c'est les marchés locaux. C'est les marchés couverts, les marchés des communes qui ont été interdits pour cause, et c'est pourquoi d'où viennent leurs problèmes. On a essayé de faire des drives sur Petit Canal, sur la montagne qui n'a pas encore pris. Je sais qu'il y a une organisation. Mais Bourdeliane, ça fonctionne aujourd'hui, on est vendredi. Alors, Bourdeliane fonctionne, mais sous perfusion, parce que les choses ne sont pas encore tout à fait au point. Et je sais que ils ont un petit peu à l'œil Bourdeliane. Il faut qu'on respecte tout le protocole de sécurité. C'est pas facile. Ils le font. Ils font beaucoup d'efforts. Je suis passé moi-même. Mais je vous dis que on doit apporter des améliorations compte tenu de la situation. Et donc, c'est pourquoi les petits agriculteurs ont des soucis, parce que ces marchés communaux ont été pas sanctionnés, je dirais, mais en tout cas ne peuvent pas fonctionner compte tenu des mesures drastiques que nous avons prises et nous-mêmes aussi, que nous partageons par rapport à la santé humaine. Voilà. Mais Patrick Célin, on vous remercie. On espère que vous serez entendu à la région pour les 80% de maraîchers qui ont des difficultés, que l'agriculture guadeloupéenne, d'après cette pandémie, reprendra des forces, parce que, comme on a dit souvent, il ne faut pas manger en nous sans bateau qui arrive. Hein? Tout à fait. Ils vont m'attendre, mais ils vont aussi nous lire la semaine prochaine, je pense. D'accord. Eh bien, on reste en contact avec vous. Voilà. 13h17, on va tout de suite passer à l'actualité. L'actualité, c'est au niveau des avocats qui sont... là, je ne parle pas de l'avocat, le fouille, hein, je parle des avocats, les vrais, ceux qui défendent les justiciables. Puis on sait qu'avant la pandémie, il y avait une grande grève qui était liée au problème de la retraite. Ces problèmes ne sont pas totalement résolus, mais les avocats quand même ont décidé de marquer le coup. On écoute tout de suite une avocate qui se dit dans quelles conditions elle est obligée de travailler. C'est une interview réalisée par Michel Héraclide. En état d'urgence sanitaire et que nous avons obligation, le principe est qu'il faut arrêter de travailler et rester confiné. Maintenant, il y a une liste qui a été édictée par le gouvernement qui précise les entreprises qui sont habilitées à continuer leur activité. Donc en ce sens, vous, en tant que salarié, vous pouvez être amené à être, entre guillemets, obligé de travailler. Maintenant, il y a plusieurs choses qui se percutent. C'est est-ce que l'employeur qui a, que ce soit en période de confinement ou pas, en état d'urgence ou pas, a des obligations de protection de la santé des travailleurs. Donc, est-ce qu'il y a les moyens qui sont mis en place de façon à protéger les salariés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions? Donc, si tout cela est mis en place, normalement, et que vous faites partie d'un secteur d'activité qui doit continuer à travailler, vous n'êtes pas en bonne position pour indiquer que vous ne souhaitez pas travailler. Et à ce moment-là, on est effectivement dans des eaux troubles où vous pouvez être menacé à bon droit d'être licencié. Le principe qui a été énoncé par le ministre du Travail est qu'il ne faut pas qu'il y ait de licenciement en cette période et que tout va être fait pour cela. Maintenant, comme je dis, on est à la fois, on est dans des zones troubles, puisqu'on n'est pas dans une période de confinement strict, où tout le monde doit rester chez soi, puisqu'une partie de la population doit continuer à travailler. Donc, si vous ne voulez pas travailler, donc là, ça sera soumis à un juge, hein, je veux dire, c'est à l'appréciation en fait du Conseil des prud'hommes. Est-ce que l'employeur avait mis tout en place, tout ce qui vous permettait de travailler en sécurité? Est-ce que vous êtes en bon droit d'invoquer votre droit de retrait, puisque
quelque part, ce qui est sous-jacent, c'est est-ce que je suis légitime ou pas à invoquer mon droit de retrait, c'est-à-dire que je suis face à une situation dans laquelle je me sens en danger et je suis amené à opposer mon droit de retrait pour justifier le fait que non, je refuse d'aller sur mon poste de travail et je reste chez moi. Et donc voilà, c'est tout cela qui arrive et c'est vraiment au cas par cas en fait qu'il faut analyser la situation pour savoir si le salarié est en droit ou non d'opposer un refus à travailler. Par rapport à la date du 11 mai, ce qui m'inquiète surtout par rapport à ce flou, c'est que j'ai l'impression par contre concernant les gardes d'enfants, l'arrêt de travail pour garde d'enfants qui est actuellement en cours, qui a été mis en place par le gouvernement pour les parents qui sont obligés de garder leurs enfants parce que les écoles sont fermées. Si on est dans ce flou où certaines écoles vont ouvrir ou bien certaines écoles n'ouvrent pas, qu'en est-il de l'arrêt de travail qui pour l'instant est quelque chose qui lie l'employeur. Vous avez un enfant en bas âge à garder, vous êtes en arrêt de travail, cet arrêt de travail spécifique. Qu'en sera-t-il? Ça veut dire que du coup, s'il n'y a pas cet arrêt de travail et que je suis quand même un parent qui doit rester pour mes enfants chez moi, parce que mon école, celle-ci n'est pas ouverte de telle heure à telle heure à telle heure, là il y a un risque pour les salariés d'être sous un coup de licenciement parce qu'ils ne pourront pas justifier de façon ferme qu'ils ne peuvent pas se déplacer. On leur dira mais non, le président a dit que les écoles ouvriraient ou ouvrent le 11 mai, on verra. Vous n'êtes pas en position de me dire que vous ne pouvez pas venir travailler. Et on peut même préciser qu'il est interdit de licencier pendant cette période. Alors, on va parler culture, puisque les cultureux, comme on les appelle, les artistes qui normalement vivent aussi de leur art en période normale, eh bien, ils sont confinés. Et donc, l'archipel a trouvé une solution. Ça s'appelle l'archipel s'invite chez nous. Alors, nous, justement, pour savoir de quoi il s'agit, nous avons invité M. Poumarou et tout à l'heure Anaïs Vespan, les deux personnes impliquées dans cette invitation de l'archipel. Gérard Poumarou, vous êtes avec nous? Bonjour, oui, je suis là. Bonjour. Alors, dites-nous un peu ce concept que vous avez imaginé pour mettre en route au niveau de l'archipel. Disons que nous avons adapté un concept que l'on voit partout actuellement. Les artistes s'expriment énormément en ce moment, oui, pour montrer qu'ils existent toujours. Donc, effectivement, l'archipel aussi a pris le pas, en quelque sorte, en tant que structure solidaire du milieu artistique et culturel en premier temps, et donc donner aux artistes cette visibilité supplémentaire en leur permettant de prendre le temps de travailler quelque chose d'un peu plus approfondi à destination de public. Et donc c'est pareil, donc c'est dans le cadre d'un projet national même qui s'appelle Culture chez vous, hashtag Culture chez vous. Et donc là, on s'invite chez toute la population, tous ceux qui peuvent se connecter, qui ont la possibilité de se connecter, en présentant, soit en parlant des artistes, oui, mais d'une façon un peu différente de ce qui se fait d'habitude, ou alors en présentant des performances live. Et c'est ce que nous aurons au fur et à mesure. Mais alors, Gérard, c'est une vraie, j'ai envie de vous dire, c'est une connexion qui se fait, mais c'est une vraie programmation que vous êtes en train de mettre en place en ce moment? Ah, tout à fait, c'est une vraie programmation et j'invite la population à se rendre sur le site pour voir ce qui va être programmé par la suite, parce qu'on aura quelques belles surprises. Et puis, surtout, en fait, nous avions prévu dans notre programmation normalement un festival pour la jeunesse, oui, qui devait avoir lieu à partir du 6 mai. Eh bien, nous avons gardé cette programmation en l'adaptant à la situation actuelle. Et là aussi, bon nombre d'artistes qui étaient déjà programmés dans le festival pourront présenter des choses à travers le digital, à travers le dématérialisé. Alors, concrètement, ça signifie quoi? C'est un peu comme pour le télétravail, ce sera la téléculture? Exactement, bon, faut dire, c'est vrai que on passe beaucoup par le Facebook Live de l'archipel, ou alors sur le site, on peut suivre directement sur le site pour ceux qui n'ont pas le Facebook, oui, mais c'est surtout le Facebook Live, c'est vrai parce que c'est le réseau social qui est le plus répandu, en quelque sorte, dans une certaine tranche de public. Et donc, sur le Facebook, on s'invite chez vous, on
on présente des choses pour les enfants, enfin on va présenter des choses pour le jeune public, pour les enfants, et puis aussi pour les adultes, et puis surtout, c'est aussi une façon de rentrer en contact avec des artistes de la diaspora qui ont aussi un lien avec la création caribéenne. Alors la seule différence quand même, c'est que dans ce type d'événement, puisque c'est un événement culturel, ce concept, tout est gratuit pour le public. Voilà, pour le public, il faut bien préciser, pour le public, tout est gratuit. Nous, on a un investissement qu'on réalise quand même, oui. Toujours en soutien, que ce soit pour la partie technique ou la partie artistique, pour les artistes, mais c'est vrai que tout est gratuit pour le public et c'est un moment de partage comme on l'aime, c'est pour le plus grand nombre, comme on dit dans notre milieu. Puisque vous aviez dit la dernière fois que nous avions invité qu'il fallait aussi que les collectivités jouent le rôle financièrement, l'accompagnement. Est-ce que vous avez réussi à débloquer quelques petits euros quand même déjà ? Pas encore. Pour l'instant, il n'y a que le ministère de la Culture qui a emboîté les choses, mais le conseil départemental aussi, à travers ce qui existe déjà, puisque le conseil départemental aussi nous accompagne. Et donc, pour la collectivité majeure, on verra peut-être par la suite, parce qu'il faut surtout penser à la suite déjà, voir qu'on n'oublie pas le monde de la culture et savoir qu'il y a beaucoup d'artistes qui seront dans des situations extrêmement précaires. Très difficile pour eux, justement. L'école sera finie, l'école sera fermée, les écoles seront fermées pendant les vacances, donc plus de possibilités d'intervenir en milieu scolaire, pas trop d'activités en plein air parce que le confinement continuera pour les théâtres jusqu'à la mi-juillet. Donc pour beaucoup d'artistes, c'est une bonne partie. Il faut le dire, ils sont en galère, quoi. Il faut le dire, ils sont en galère. Et voilà, ils le seront terribles pendant encore longtemps. Oui. L'autre situation aussi qu'il y a un peu un peu contraignante chez nous, c'est qu'il y a très peu d'artistes qui sont réellement intermittents du spectacle. Beaucoup d'artistes sont à leur compte. Oui. Ils sont donc, on leur demande des factures, numéro de tirette. Et voilà une situation dans laquelle les artistes ne pourront pas bénéficier, sauf en tombant dans le droit commun, c'est-à-dire comme tous les professionnels, c'est-à-dire les électriciens. Donc ça veut dire qu'il faut que le milieu artistique arrive à se structurer aussi de ce point de vue-là. Il faut aussi qu'on encourage le milieu artistique à se structurer, c'est-à-dire qu'on ne demande pas systématiquement un numéro de tirette et une facture, que les artistes qui veulent être déclarés et faire leurs heures au niveau du Pôle emploi, qu'on encourage à le faire. Ça fait des années qu'on le dit, mais voilà une situation durant laquelle les premières mesures gouvernementales vont dans le milieu artistique aux artistes intermittents et techniciens intermittents du spectacle, dans la mesure où ceux qui n'ont pas complètement bouclé leur dossier, il y a des mesures qui sont mises en œuvre pour pouvoir leur permettre de repousser leur date d'anniversaire ou alors d'avoir un moyen pour réaliser des heures. Tout ça, ça va dans un cadre normé qui est celui de l'intermittence. Oui. Et nous, on n'arrive pas, ça fait des années que beaucoup de gens se sont battus, se battent encore, pour pouvoir mettre en œuvre de façon plus naturelle ce type de fonctionnement. On l'a fait, ça existait à un moment. Je crois que Sida Desverrieux a beaucoup fait en ce sens à une époque. Et avant, il y avait aussi Petit Fabrice. Oui, aussi. Oui. Il n'y a toujours pas de syndicat d'artistes en Guadeloupe, apparemment. Alors, ça c'est un point que je défends, parce qu'en fait, il ne faut pas demander aux artistes de se réunir. Ce milieu-là n'a pas ce réflexe-là, cette vocation d'avoir un syndicat. Et même dans les pays les plus structurés, par exemple aux États-Unis, effectivement, il y a un syndicat d'artistes, mais qui est là que pour empêcher aux artistes étrangers de venir travailler. C'est-à-dire voilà, c'est pas quelque chose qui lance c'est pas positif, c'est pas positif, oui. C'est pas quelque chose qui est soutien aux artistes américains parce que ils continuent à être payés $80 dans des clubs et tout ça, et sans être déclarés. Donc non, il faut pas demander. Il faut accompagner l'ensemble du milieu artistique à travers un mouvement général qui peut être à travers les institutions, qui peut être à travers les structures, et ainsi tout le monde va emboîter le pas. Mais pensez que les artistes, parce que on le sait, moi au moment aussi j'étais impliqué dans le milieu syndical artistique, mais c'est profondément individualiste sur ce milieu et on ne peut pas demander aux artistes de changer à ce niveau-là parce que c'est comme ça. C'est un artiste dans
la création, même dans un groupe, il est seul avec son instrument, c'est lui qui travaille chez lui, un artiste peintre est dans son... Voilà, donc penser qu'un syndicat, non, c'est pas par ce biais-là qu'on devrait aborder les choses. C'est plus au contraire de l'autre côté, du côté institutionnel, comme ça se fait dans les écoles d'ailleurs. Voilà, quand vous êtes embauché pour un travail artistique, on vous demande votre numéro de sécurité sociale plutôt que le numéro de SIRET, lieu, date de naissance, et on vous déclare et on vous donne votre fiche de paye. Vous allez aux ACD qui vous font vos heures, une fois que vous avez vos 707 heures, vous êtes indemnisé. Moi, ce que je voudrais dire aux artistes, c'est que, les techniciens, parce qu'il y a beaucoup plus de techniciens qui sont déclarés et qui sont intermittents du spectacle, oui, la majorité, il y a très peu d'artistes. Mais c'est tellement confortable, surtout dans une situation comme cela. Vous êtes là, bon, vous percevez naturellement une indemnité assurance chômage, c'est une indemnité, c'est pas un statut, non, c'est une indemnité parce que vous avez cotisé. Et là, vous êtes tranquille pendant un certain temps jusqu'à ce que vous puissiez refaire vos heures. Et donc, enfin moi, ça me paraît toujours un peu embêtant de ne pas profiter parce qu'il est très combattu au niveau national. J'imagine que ça doit être compliqué pour eux et même pour l'administration, pour vous en tant que payeur, ne pas pouvoir faire les choses de façon régulière. Alors, juste un dernier mot, on se quitte là-dessus. L'Archipel s'invite chez vous. Tout à l'heure, on aura Anaïs Vespan. Ça commence à quelle heure? C'est le jeudi. Pour l'instant, nous avons fixé un rendez-vous le jeudi à 11h. Le jeudi à 11h. Hier. Oui. Voilà, c'était hier. Hier, ça a démarré, oui. Voilà, ça a démarré. Et jeudi prochain, je peux déjà le dire, nous aurons comme invité Stéphane Castry. Bien. Donc voilà, et ce seront vraiment des choses inédites avec Stéphane. Et en fait, pour avoir un regard transversal, Anaïs Vespan, qui est notre fil rouge de cette année, c'est-à-dire l'artiste avec nous toute l'année, eh bien en fait, c'est elle qui va être là pour un peu enquiquiner Stéphane la Stéphane, la semaine prochaine, jeudi prochain, on sera au rendez-vous. Merci Gérard Poumarou. Tout à l'heure, Anaïs Vespan sera avec nous. Il est 13h31. On prend la deuxième pause et on se retrouve dans un instant avec Anaïs en direct dans le ZCL News. À tout de suite. Voilà, il est 13h37. On a démarré? Non? On essaie de rentrer en contact avec Anaïs Vespan. Je crois qu'elle est là. Anaïs, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Gérard Poumarou vient de nous expliquer que vous êtes le fil rouge de ce nouveau concept. Alors, comment ça s'est passé hier après-midi? Ça s'est super bien passé. C'est une rencontre qui est totalement naturelle et qui, en même temps, tombait bien parce que la dernière programmation de l'Archipel, il fallait que l'Archipel s'invite chez l'artiste dans son atelier. Donc, c'est vrai que l'occasion s'y prête totalement. Et voilà, donc ça a été une simple conversation. Et en même temps, j'avais le temps de parler d'art et de positionnement aussi artistique avec ce phénomène de coronavirus. Alors, Anaïs, comment le public réagit puisque vous êtes en Facebook Live? Comment ça se passe? Il y a des réactions tout de suite ou bien vous parlez sans avoir de retour? Non. C'est vraiment en corrélation avec le public et c'est le point positif des réseaux sociaux, c'est qu'on a des retours immédiats. Et donc, c'est vrai que j'étais en conversation avec Gérard Poumarou, mais également avec le public de l'Archipel, le public guadeloupéen. Donc, c'était vraiment très interactif. Et moi, c'est en même temps un bel exercice pour moi parce que généralement, en tant qu'artiste peintre, moi, je suis seule dans mon atelier et contrairement à un musicien où il faut qu'il soit en symbiose avec ses collègues. Mais alors, ça ouvre une autre perspective puisque quand vous êtes en Facebook Live, vous n'êtes pas seulement en Guadeloupe, vous êtes partout. Totalement. Ça, c'est vraiment une nouvelle manière pour nous, une nouvelle manière de communiquer et d'utiliser également ces outils et qui sont gratuits. Et je pense qu'il ne faut plus être vraiment des consommateurs, mais proposer des rubriques
et des concepts originaux qui répondent à nos attentes. Parce que là, avec le confinement, on a un peuple qui est très tactile, qui est très de rencontre. Et finalement, en faisant quelque chose qui est anodin, une rencontre entre Gérard et moi, on s'est rendu compte que les gens, ils attendent ça. Et même entre artistes, on se parle peu, on se rencontre peu. Et là, on était en train de converser. C'est des débuts de conversation et à développer. Alors, Gérard vient de me dire que jeudi prochain, ce sera avec Stéphane Castries. Oui, totalement. Alors, comment ça va se passer en gros? On ne va pas entrer dans le détail, mais enfin, en gros, comment ça va se passer? Mais ça va être la même chose, en fait. Il sera dans votre atelier, en fait, vous serez en corrélation? Oui, moi, je sais. Comme nous en confinement, moi qui est à Cannes, dans l'atelier en moins. On va à l'atelier là, ouais. Oui, j'ai cette chance au moins d'avoir mon bureau chez moi. Oui. Et on sera chez Stéphane Castries. Et on pourra converser, avoir son expérience. C'est vraiment une expérience, cette période, parce que comme c'est anxiogène, mais en même temps, ça peut être booster de créativité. Oui. Et on sait très bien qu'on va être vraiment les derniers, parce que notre art, elle vit au contact des autres, dans des rassemblements. Donc on sait très bien que c'est déjà très dur pour nous, mais ça va être dur à long terme. Bien. Donc ça nous oblige à nous renouveler également. Oui. Enfin, je pense pour tout le monde, hein, mais il pas molle. Vraiment, il pas molle. Surtout pour les artistes qui vivent de leur art, c'est très, 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 très dur. Ça, ouais. Alors, Anaïs, on prend donc rendez-vous, sans que c'est connecté moi aussi. Jeudi prochain. Jeudi prochain, à qui est? À 11h. À 11h du matin, juste à qui est? Alors, généralement, c'est 40-45 minutes à 1h. Oui. C'est vrai qu'on s'est même rendu compte que c'était trop court parce que les questions suivaient et tout. Donc, mais en tout cas, c'est 1 heure de temps en moyenne avec notre invité. Et voilà. Alors, donc, on invite les gens à venir chez nous, à venir dans notre salon, à venir dans mon atelier. Et vous venez chez eux. Totalement. Et nous allons venir à Kazali. En tout cas, merci Anaïs. Et rendez-vous, j'ai pris pour jeudi prochain. On passe à la Merci beaucoup. Merci, Pani, pour le Anaïs. Nous avons ça. 13h42. Alors, on distribue de l'eau, puisque, bon, vous savez que, bon, on a encore. Tout à l'heure, Blandin en parlait, il y a encore des difficultés d'approvisionnement d'eau et c'est la raison pour laquelle il y a une petite distribution d'eau en bouteille. C'était hier devant la caméra de nos amis de Canal. Nous avons donc souhaité participer et aider le centre hospitalier de Basse-Terre et différents EHPAD également autour de la Guadeloupe en fournissant des bouteilles d'eau Caroline. Donc là, au CHBT, nous avons livré près de 240 packs d'eau, à peu près 3 palettes. Opération qui sera certainement à renouveler, vu le besoin du moment, effectivement, parce qu'il y a la période de sécheresse, un manque d'eau, et également pour soutenir tout le personnel soignant, les patients qui sont sur place en cette période de crise, de confinement liée au Covid-19. Donc voilà, c'est notre manière de soutenir et d'aider les hôpitaux, les EHPAD et tout le personnel soignant. Nous sommes ouverts à, de toute façon, vraiment aider la population et tout le service médical, tout le corps médical. Donc s'il y a besoin, nous renouvellerons l'opération. Nous accueillons avec une grande bienveillance le geste que Caroline a pu nous faire en nous offrant ces bouteilles, qui nous sera d'une grande utilité vu le besoin qu'on a en eau, donc pour les patients ainsi que pour le personnel. Donc ce sera une façon d'améliorer les conditions de travail de tout le monde. Donc on le remercie en tout cas d'avoir pensé au CHBT et surtout dans cette période de crise. Le volume de production est maintenu et plus, je dirais pas plus fort que d'habitude, mais il est plus fort que l'année passée. Effectivement lié à plusieurs phénomènes, hein, celui du confinement, toujours les problèmes de réseau d'eau en Guadeloupe, celui de la sécheresse en cette période de fin de carême qui
qui est toujours présent. Donc oui, on maintient l'activité avec des volumes qui sont quand même très importants. Nous gérons un stock important, nous avons augmenté nos stocks pour sécuriser un peu la fourniture. Donc nous sommes quand même préparés, même si c'est vrai qu'au début mars, quand le confinement était annoncé, les Guadeloupéens et la population s'est ruée dans les magasins pour stocker et pour acheter en masse. Nous avons dû gérer toute cette frénésie autour de la consommation, de l'achat. Nous avons réussi à faire fonctionner tout ça sans qu'il y ait de pénurie, sans qu'il y ait de manque. Et là, nous reconstituons au maximum le stock pour pouvoir toujours assurer tout cela. Voilà, il est 13h45, comme chaque jour, on est en contact avec, grâce à l'association des psychologues de la Guadeloupe, avec une psychologue. Aujourd'hui, nous recevons Madame Corinne Arson. Bonjour. Corinne Arson, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, je vous entends. Oui, alors, la chronique aujourd'hui a pour thématique garder le lien avec les équipes. Alors, pourquoi, dites-vous, il est aussi important de garder le lien social, de maintenir le lien social? Oui, alors je voudrais, pour commencer, faire le lien avec ce que disait tout à l'heure M. Blandin. Oui, tout à fait. Oui, il était vraiment dans le thème du jour, puisqu'il a exprimé deux grands points que nous pouvons reprendre. Le premier point concerne l'idée exprimée par les salariés de reprendre. Tout à fait, leur impatience à reprendre. C'est ça, oui. Tout à fait. Et cette impatience, elle est liée avec la place du travail dans nos vies. Oui. On passe quand même une grosse partie de notre temps au travail. Et le deuxième point exprimé par M. Blandin concerne la richesse des salariés dans l'entreprise et les changements induits par la crise actuelle, oui. Et pour lesquels les salariés seront force de proposition, oui. Avec l'apport de solutions, d'idées, pour que les efforts soient bénéfiques à l'entreprise, pour reprendre les termes de M. Blandin, tout à fait. Dans une dynamique de confiance et d'intelligence collective. Alors, on peut partir donc du constat que le travail, effectivement, est essentiel dans nos vies. Oui. Et qu'aujourd'hui, les repères ont un peu changé et qu'il est donc important par rapport à ça que les employeurs arrivent à préserver le lien avec les équipes pour contribuer à les rassurer. Tout à fait. Alors, et oui, juste pour terminer sur cette petite introduction, oui. Et si effectivement les entreprises veulent retrouver leurs ressources à partir de la période d'échéance du 11 mai, mais même maintenant, oui. Il y a peut-être du travail de prévention à faire. Oui. D'où l'importance des postures managériales pendant cette période, dans l'intérêt de tous, donc des clients, des usagers, des personnels et des organisations elles-mêmes. Oui. Alors, et oui. Non, mais c'est important ce que vous dites parce que on se rend compte bien que quand on est resté un mois sans voir ses collègues et puis oui. On doit revenir au bureau, ça se fait pas facilement malgré tout. Non, tout à fait. D'où effectivement le rôle, la posture peut-être des dirigeants, des managers, qui peuvent se mettre en position d'aider les personnels, les organisations, oui. À tenir pendant la période de confinement, mais aussi à se préparer aux étapes qui vont venir. Tout à fait. Tout ça dans une optique de préserver les ressources. Oui. Les ressources que sont, bien sûr, dans un tout premier temps, les salariés. Oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a quand même une petite précision peut-être à apporter, c'est que parmi les ressources, on peut distinguer 3 types de catégories dans les salariés, parce qu'il y a ceux qui sont en présentiel, oui. Qui sont sur le terrain. Il y a ceux qui travaillent à distance, donc qui continuent également leur activité, et on pourrait dire la 3e catégorie, qui sont les non opérationnels. Oui. Et qui ont vu leurs activités s'arrêter. Et en fait, pour chacun de ces publics, il y aurait donc des catégories de besoins qui sont différentes et adaptées. Et peut-être qu'on pourrait effectivement proposer des actions. Alors, justement, comment recréer ce lien social qui peut être distendu du fait du confinement?
On va utiliser le moyen le plus connu dans les entreprises et dans notre quotidien, c'est la communication, par tous les supports que nous connaissons tous et que nous utilisons, tous les supports numériques. Donc en fait, la communication, elle permet de prendre des nouvelles de chacun des collaborateurs, de définir aussi un rythme dans les échanges. Et d'amener aussi chacun à proposer peut-être des idées sur cette communication. Et là aussi, pour reprendre l'idée de M. Blandin, c'est de mettre en place de nouvelles pratiques et de nouvelles méthodes adaptées à chacune des entreprises, qu'on soit dans le privé ou dans les collectivités. Ça signifie, Madame Arson, que le rôle des psychologues va être assez important dans les jours qui viennent. Enfin, il l'est déjà, mais il le sera encore plus merci au niveau de préciser. des confinements. C'est vrai. Alors, quelles sont les actions de communication qu'on peut initier pendant cette période de confinement ? Alors, il y a des actions qui ont déjà commencé depuis le début du confinement, en fait. C'est informer au fil de l'eau, ça c'est la première action. C'est-à-dire que le rôle là, de l'employeur, de l'entreprise, c'est de rassurer en informant les salariés au fil de l'eau de l'impact des décisions externes, donc les mesures gouvernementales, sur les décisions et les aménagements internes de l'entreprise, comme le télétravail, le chômage partiel, les congés imposés, etc. Donc les outils numériques là permettent la diffusion rapide des messages très importants. Et toujours le but de cette information, c'est bien sûr de rassurer, en expliquant comment l'entreprise va s'adapter. Et l'effet pour le salarié, c'est de se sentir encore existant aux yeux de l'entreprise. Ça, c'est une première action. On pourrait aussi donner comme deuxième action l'invitation à chacun de pouvoir donner des nouvelles, en fait, en utilisant tout simplement le mail. Et chaque direction, chaque service peut prendre l'initiative de cette invitation. Sachant que même si les salariés ne se manifestent pas, en tout cas, ils verront et ils seront contents de constater qu'ils ne sont pas invisibles pour l'entreprise et qu'ils existent toujours. D'accord. Ça permet de maintenir ce lien. Et une troisième action qui rentre dans des initiatives intéressantes, c'est de pouvoir désigner des personnes ressources au sein de l'entreprise. Sachant que même si le rôle du dirigeant, bien sûr, c'est de s'exprimer, il peut aussi prendre des relais dans l'entreprise, notamment un référent RH quand il n'y a pas de responsable de ressources humaines ou une autre personne, pour répondre dans un premier temps à tout ce qui est pratico-pratique, c'est-à-dire les questions relatives à l'organisation du travail, la sécurité et la santé. Donc en fait, là on voit bien que la communication interne et le management de proximité jouent un rôle très important de coordination des différents messages. Comme le dit l'adage, mieux vaut dire on attend, on vous tient au courant que de rester silencieux. Une autre action pourrait aussi être de créer des groupes de réflexion qui permettent à toutes les équipes en fait, de prendre des initiatives et de libérer des espaces aussi d'autonomie. Comme on l'a vu dans les différents reportages aujourd'hui, c'est la créativité aujourd'hui qui prévaut aussi. Tout à fait. Chacun est riche. Trouver des idées nouvelles. Oui, c'est ça, absolument. Donc on libère la créativité. Alors quand vous dites envoyer des signes de reconnaissance... Oui. Alors, en fonction de la population à laquelle on fait référence dans l'entreprise, pour les personnes qui sont en télétravail notamment, c'est pouvoir organiser des petites séances de visio pour prendre des nouvelles, pour voir l'avancée du travail, pour voir le rythme aussi, parce qu'il est important de respecter le rythme. Sachant que le télétravail pourra faire l'objet d'un autre thème. Tout à fait. En soi. C'est aussi en fait pouvoir répondre à des interrogations, voire des angoisses des salariés qui sont chez eux et qui peuvent vivre en fait des moments plus ou moins égaux en termes de morale. Donc là, c'est d'avoir aussi un rôle d'écoute
et de pouvoir laisser s'exprimer les salariés sur leur vécu, sur leurs interrogations et leurs doutes. Ça, c'est vrai pour les salariés qui sont à domicile, mais ceux aussi qui sont sur le terrain et qui peuvent se sentir un peu délaissés. Tout à fait. Bien. Donc là, il y a un rôle effectivement d'écoute et de libération de la parole. Et le dernier élément que vous dites, c'est adapter la communication au public de l'entreprise. J'imagine que c'est le dernier terme, oui. Parce que en fait, tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens de communication. Certains, par exemple, n'ont pas d'outils informatiques. Oui, ou ne savent pas l'utiliser. Ou ne savent pas l'utiliser, tout à fait. Donc, peut-être que pour ces personnes-là, on doit aussi adapter la communication. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de n'oublier personne. Bien. Corinne Artson, on vous remercie pour ce premier chapitre, puisqu'on aura à vous retrouver en début de semaine prochaine pour pouvoir préparer le retour à la normale et continuer un petit peu dans ce sens-là. C'est très important tout ce que vous venez de dire, et j'imagine que les salariés qui nous écoutent en ce moment et qui vous ont écouté vont en tirer profit. De toute manière, vous aurez une deuxième séquence où on ira un petit peu plus loin sur le sujet. Je vous remercie. Très bien. Merci à vous. Voilà. Au revoir. Il est 13h56. Tout de suite, la chronique de l'eau, on va démarrer. Alors, il est 13h56. On va prendre une pause et on va retrouver la chronique de l'eau la semaine prochaine. Visiblement, le timing était un petit peu serré. Voilà. Bravo que c'est bien comme ça. Salut.